Je suis pas techno-solutionniste. Je pense vraiment pas que la tech va sauver le monde. Et par contre, je pense qu'on peut faire la tech différemment. Comment arriver à penser un projet technologique différemment en plaçant l'environnement et l'humain en premier. Donc ça a été bien de faire un break professionnel, en tous les cas. Mais ça m'a aussi permis de rencontrer des développeuses et des développeurs d'autres pays, d'autres cultures. On est en plein dans des choix liés à la sobriété. Tu vois, si tu veux faire un téléphone qui dure pour être plus sobre, il faut que tes choix soient bons dès le début. Et personne fait ça dans l'industrie, donc on est un peu les seuls. Donc. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, nous allons parler de thèmes que nous avons peu abordés dans les épisodes précédents. Nous allons vraisemblablement parler de sobriété numérique, de code éthique. Nous allons parler d'alignement entre convictions personnelles et vie professionnelle. Voilà, aujourd'hui, je suis en compagnie de Agnès Crépet, qui est Head of Engineering de Fairphone. Une Fairphone qui est une société qui vise à construire des téléphones qui ne seront pas mis à la poubelle ni à la benne après 18 ou 24 mois d'utilisation. Et effectivement, merci Agnès d'accepter cette invitation et d'être présente pour ce podcast. Avec plaisir, Pierre. Donc pour le coup, alors quand je dis présente, en fait, pas tout à fait, parce que on fait cet enregistrement à distance. Tu es aujourd'hui à Amsterdam, si je ne m'abuse. Et moi, je suis dans les locaux parisiens. J'espère que l'enregistrement se passera sans souci et sans coupure. Est-ce qu'avant toute chose, tu pourrais nous citer, nous parler de 3 moments forts de ta carrière pro ou éventuellement un moment fort de ta vie perso qui aurait eu une incidence sur ta vie professionnelle? Ouais, alors je vais essayer de démarrer le plus tôt possible. Je pense que en fait, quand j'étais à la sortie de mon bac ou un truc comme ça, ou vraiment le début de mes études supérieures, je me souviens avoir rencontré des gens qui participaient au fait de lancer des médias dits participatifs, donc alternatifs aux médias de masse, les médias de type indie média pour celles et ceux qui connaissent. Et donc ça remonte à un peu plus de 20 ans, une vingtaine d'années, donc tu vois, ça me rajeunit pas. Mais cette rencontre-là, ça m'a montré à quel point les outils informatiques pouvaient être utiles en fait pour garantir un minimum d'indépendance, d'alternatives en termes de justice, etc., de droits sociaux. Même si j'étais déjà partie dans des études scientifiques, c'est là que je me suis dit non, mais en fait, voilà, j'ai envie de faire des choses autour de l'informatique, j'ai envie de maîtriser ces outils-là pour pouvoir faire moi aussi ce genre de choses, quoi. Donc, le côté activiste, quelque part, m'a m'a donné envie de continuer mes études là-dedans. Donc ça, c'est une rencontre forte avec ce milieu politique militant, on va dire. Faut savoir que ces réseaux existent toujours. Indie Media, c'est pas forcément le réseau le plus actif, mais le principe des médias indépendants, des médias alternatifs, participatifs en ligne existe toujours, même 20 ans après. Donc ça, c'est chouette. Pour faire ces outils-là, il y a des outils comme SPIP qui sont arrivés. Alors moi, j'ai peu fait de PHP. SPIP, c'est en PHP. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir aussi ce qu'était l'open source. Donc cette rencontre, elle m'a à la fois permis de me dire que tiens, avec l'informatique, on peut faire plein de trucs chouettes. Mais en plus de ça, j'ai découvert le monde de l'open source. Donc ça, c'est le premier point, on va dire. Après, c'est plus perso, mais bon, ça, il y a eu une forte influence sur ma carrière. J'ai commencé à bosser dans des jobs qui étaient, on va dire, assez standards. Tu vois, j'ai bossé dans des boîtes de conseil, ce qu'on appelle aujourd'hui des ESN,
dans un éditeur de logiciels, etc. Et puis aussi en interne dans une DSI pour un labo pharmaceutique, un labo homéopathique. Donc j'avais touché un petit peu toutes les configurations possibles, enfin que je pensais possible, on va dire à l'époque, sur comment tu fais de l'informatique, comment t'es développeuse, comment t'es développeur aujourd'hui en France du moins. Et après ces 10 ans, avec mon conjoint, on a décidé de faire un break pro et donc du coup de prendre un an pour voyager. Alors, ça paraît un peu voilà bisounours comme vision, mais ça c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant cette année-là, on a découvert des gens. Donc le thème de notre voyage entre guillemets, vu qu'on savait pas faire grand-chose à part de l'informatique, parce que lui aussi est développeur, on est allé visiter des Java User Group. On faisait du Java à l'époque, on en fait toujours un peu. Donc on allait visiter des Java User Group, tu vois. Donc au Togo, je me souviens qu'on avait fait une mission de 2 mois là-bas pour donner des cours d'informatique à des gens. Donc là, tu pars en voyage. Je pars en voyage, je fais un break pendant un an et puis on essaye de bosser un peu, de faire un peu de job pour rencontrer des gens, des jobs contre le JIT et le couvert et on va à la rencontre des communautés de développeuses et de développeurs. Et ça aussi, alors ça a été bien de faire un break professionnel en tous les cas, mais ça m'a aussi permis de rencontrer des développeuses et des développeurs d'autres pays, d'autres cultures. Vous avez été dans quel pays? On a commencé par l'Afrique, après on a fait donc là 2 mois, on a rencontré donc des gens, des communautés de développeurs là-bas. On est allé en Asie, on a fait l'Océanie, les États-Unis, enfin bref, on a fait un bon tour. Mais là où on a le plus fait des rencontres qui nous ont marqués, c'est plutôt l'Afrique et l'Asie, quoi. En Afrique, au Togo principalement, et en Asie, en Indonésie. En Indonésie, on a rencontré 2 jeunes filles très jeunes, 18-20 ans, qui finissaient leurs études, qui ont parlé de leurs études, bossaient, montaient des boîtes, allaient donner des cours de code dans les gamins, c'était des développeuses, allaient donner des cours de code pour des gamins dans les îles de Java, en scooter, quand elles avaient du temps. Bref, des gens avec une motivation assez démesurée. En Afrique, pareil, on a rencontré des gens qui faisaient parfois 3 jours de trajet pour aller dans une conf. Il y a une conf à l'époque qui s'appelait J-Certif, si je me trompe pas, Congo-Brazzaville. Et voilà, t'as des gens qui faisaient 3 jours de trajet, quoi. Ouais, c'est pas la même notion du temps. Dans nos contrées, se passe pas, quoi. Qui va passer 3 jours pour se rendre à une conf, 3 jours pour revenir, 6 jours pour faire une conf, c'est. Je parle pas de l'époque Corona. Et avant l'époque Corona, c'est donc bonne tarte sur qu'est-ce que c'est la vie de développeuse et de développeur en dehors de nos Western countries, on va dire, tu vois. Et puis une prise de conscience, je pense aussi écologique. Enfin, tu vois, quand tu vas visiter des pays qui sur le papier font rêver, tu te rends compte de la pollution qu'il y a sur place. C'est assez choquant. Je me souviens de Bali, enfin voilà, de régions comme ça que j'ai visitées en disant purée, il y a des choses à faire au niveau écolo aussi. Donc gros moment perso pro, puisque quand je suis revenue de ce voyage d'1 an, on n'avait plus du tout envie de bosser pareil. Moi, j'avais pris un congé sabbatique pour la boîte du labo pharma pour lequel je bossais. J'ai plus voulu y retourner. Enfin voilà, j'ai plus du tout envie de bosser pour une DSI d'un labo pharma, etc. Donc avec mon conjoint et 2 amis, on a monté une boîte un peu particulière où il n'y a pas de manager, il n'y a pas de local, statuts horizontaux, on a tous le même salaire. Enfin voilà, transparence de salaire, tout ça, voilà. Donc ça nous a aussi marqué. Et en lançant cette boîte, on a fait 2 gamins, on a acheté un appart. Tu vois, la prise de risque devenait pas forcément, était plus la même en fait. Au final, quand on est revenu, ça peut sembler de faire tout ça à la fois, de faire des mômes, acheter un appart et lancer une boîte, ça peut paraître un peu beaucoup d'un coup, mais en fait c'est rien par rapport à ce que tu avais vu, quoi. Vivent d'autres personnes ailleurs. Toi, les filles indonésiennes, j'y pense souvent, quoi, de la vie qu'elles ont. La prise de risque, elles savent ce que c'est, quoi. Moi, pas vraiment. Moi, je fais partie des privilégiés, on va dire, qui prennent peu de risques. Au pire, la boîte, elle marche pas, on va faire de l'alimentaire après. Quand t'es informaticien aujourd'hui en France, c'est quand même pas compliqué de trouver du job, quoi. Donc toi, c'est c'est un vrai gros tournant, ce voyage, quoi. Prise de conscience écolo. Ouais, un gros tournant sur la manière dont je voyais ma vie pro après, ma vie perso aussi, mais en tout cas ma vie pro, je savais ce que je voulais pas, du moins. Le fait de monter Ninja Squad derrière, donc la boîte avec les personnes dont je t'ai parlé, notamment 2 amis, plus mon partenaire, le fait de plus vouloir bosser pareil. Et puis aussi le fait de plus vouloir avoir ma vie militante d'un côté, ma vie professionnelle de l'autre, essayer de joindre les deux en fait.
C'est-à-dire que je me dis non mais en fait oui, on peut aussi choisir des missions, choisir des clients, choisir des projets sur lesquels on a l'impression que notre compétence d'informaticien, d'informaticienne vont être utiles. Tu vois. Avant, quand je bossais, quand je te parlais des indie médias, des réseaux alternatifs, les premiers jobs que j'ai eus dans ma vie, ça fait pas rêver quoi. Hein. Ça fait pas rêver. Ça me fait pas rêver aujourd'hui. Et toi, c'est des éditeurs bancaires. J'ai fait des ESN où mes principaux clients, ça a été dans le domaine pétrolier, bancaire. Enfin, my God, je ferais plus ça aujourd'hui, plus jamais, parce que c'est pas en ligne avec mes valeurs. Enfin, je respecte celles et ceux qui font des choix différents, mais aujourd'hui, je ferais plus ça. Donc oui, ça m'a aidé. Ce break, ça m'a aidé. De toute façon, je pense que n'importe quel break, c'est quand on a le luxe de pouvoir le faire. Je dis bien que j'avais le luxe de pouvoir le faire parce que j'avais l'argent pour le faire, parce que j'avais bossé pendant 10 ans, parce que voilà. Je dis pas que c'est facile hein, de faire ça, mais quand tu peux le faire, franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu même. Hein. Parce que ça t'aide à plus voir les choses pareilles et puis à faire des actions assez fortes quand tu reviens, quoi. Et du coup, toi, ton activité militante, bon, le climat, l'écologie, ça en fait partie, et du coup, la sobriété numérique, ça fait partie des choses importantes pour toi. Mais du coup, il y a d'autres actes de militantisme ou d'engagement que ouais, tu as. après, il y a tout ce qui est, tu vois, quand je te disais, voilà, quand je suis revenue, je ne me voyais plus faire les mêmes boulots. En tout cas, je voulais essayer de trouver, d'apporter mes compétences d'informaticienne à des projets qui font sens, quoi. Donc tout ce qui est éthique dans la tech, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc un autre tournant, ça peut répondre au troisième point que tu me demandais juste avant. C'est quoi les grands tournants dans ma vie, ma carrière et tout ça. Donc il y a le fait de revenir de ce voyage, de monter Ninja Squad, mais il y a aussi le fait d'avoir monté Mixit. Pareil, il y a une dizaine d'années, c'est une conférence qui dure toujours. Mixit, c'est une conférence qui a lieu à Lyon, qui réunit, qui est pas énorme. Dernière édition présentielle, on avait un peu moins de 1000 personnes, une centaine de speakers, donc c'est pas les gros trucs à. Bon, c'est quand même un bel événement, du coup une centaine. Ouais, c'est un chouette événement, mais ça reste des petites confs, tu vois, par rapport à des Vox, etc. C'est quand même des tailles beaucoup plus réduites, avec un budget qui est quand même pas du tout le même aussi, mais des rencontres incroyables. Mexit, ça a un axe très tech et éthique. Donc, comment la tech peut être au service de projets dits éthiques, ou en tout cas avec une grosse place à des speakers qui parlent de ça, qui sensibilisent les développeuses et les développeurs à des sujets comme la sobriété numérique, comme la privacy, comme c'est quoi ton rôle en tant que développeuse et développeur dans notre société, voilà. Donc Mixit, ça fait 10 ans qu'on est là-dessus. Et en termes de veille, de rencontres, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des gens, des speakers qu'on a invités, des participants, des participantes qu'on a pu rencontrer sur Mixit qui m'ont énormément marqué. Aussi, tu vois, comme les Indonésiennes et dont je te parlais tout à l'heure, ou la personne au Togo qu'on a rencontrée, Horacio. Enfin, je veux dire, ces rencontres-là, elles te changent énormément, elles te changent foncièrement. Donc l'éthique, ça m'intéresse beaucoup. La diversité dans la tech aussi. Oui. Je pense qu'on a énormément de travail à faire. Quand je te parlais de mon break d'1 an, quand je suis allée en Indonésie, on avait contre le gîte et le couvert, on essayait de faire des petits jobs, et dans les jobs qu'on a fait, on a donné des cours dans des universités, des cours d'info. Et je me souviens qu'on rentre dans une salle et t'avais une salle à non-filles, et t'avais la moitié des étudiants qui étaient des étudiantes. Computer science. Du tout, Ah non, mais carrément pas. Moi, j'étais enseignante pendant 3 ans dans une école d'ingé en France. Je peux te dire que t'étais en majeure informatique. J'avais 2 filles sur 50 élèves, quoi. Et encore les meilleures années, tu vois. Non, c'est incroyable. Et donc en Indonésie, on se rend compte du point de décalage, on va dire, qu'il peut y avoir avec des pays comme les nôtres. Donc la diversité dans la tech, en tout cas dans nos pays occidentaux, il y a énormément de boulot à faire, et de la diversité de genre, de culture. C'est aussi un des axes forts de Mixit, quoi. On essaye tout le temps de faire ça depuis le tout début de Mixit. Du coup, t'es encore speakeuse ou organisatrice ou Alors j'ai jamais. On a une règle de conduite à Mixit où les orgas sont jamais speakers. On s'interdit de l'être. Ah, et pourquoi? Donc, vous auriez des choses. Parce que c'est pas très. J'ai un point de vue perso assez arrêté là-dessus. C'est-à-dire que si jamais t'es organisateur, les organisateurs et les organisatrices de Mixit choisissent les talks.
Et en fait, vu qu'on les choisit, bah forcément, on veut pas soumettre les nôtres puisque ça serait pas très pas très impartial. Donc on a cette règle qui existe depuis le début et que je trouve très saine en fait finalement, de pas choisir nos potes. Et puis tu vois, ça permet on essaye dans tous les cas de sortir du cercle un peu incestueux De l'entre-soi. on met nos ouais, voilà, ok. on met on stage que nos amis ou les gens qu'on connaisse. On essaye à Mixit d'avoir des gens qu'on voit pas ailleurs, des gens qui ont potentiellement pas eu beaucoup d'expérience de talk, pour sortir du cercle un peu incestueux du monde des speakers et des speakeuses. Alors ça m'arrive de speaker dans d'autres confs, hein. Mais pas Jamais Mixit, quoi. Jamais Mixit. Donc voilà, donc ça répond un peu à ce que tu me demandais, qu'est-ce qui t'intéresse d'autre. Donc l'éthique et la diversité, ça c'est des choses qui m'intéressent. À part les thématiques que j'ai abordées au début, sobriété numérique, etc. Et je t'ai répondu aussi au troisième axe, donc le fait d'avoir lancé Mixit, ça m'a fortement influencé et ça a continué à me nourrir. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'équipe de Mixit au départ est plus du tout la même. Il y a des gens qui sont partis, des super personnes qui sont arrivées, ça brasse beaucoup. Enfin beaucoup. Il y a on n'est pas une grosse équipe, hein, on est 8-9. Moi, j'ai pas voulu partir jusqu'à présent. Chaque année, je me dis, disons, ça prend du temps. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une pause. Quand j'ai eu mes gamins petits, je me souviens, oh là là, d'avoir plusieurs fois hésité parce que ça prend du temps d'organiser une conf. Hein. Ah bah c'est Mais énorme. au final, si tu me permets l'expression, ça me pousse un peu au cul aussi pour faire un peu de veille. Des sujets sur lesquels c'est pas forcément évident de faire de la veille. Donc, je lâche pas parce que j'ai relativement pas mal de passion pour le sujet, quoi. Et du coup, tu disais, voilà, il y a des speakers qui, voilà, bah, dans cette conf-là, qui t'ont particulièrement, des speaks ou des talks qui t'ont particulièrement marqué. Il y en a un ou deux que tu pourrais Ouais, citer. bah, tu vois, dernièrement, à la conf que je viens, la dernière édition de Mixit, on avait Isabelle Collet, qui a fait, à chaque fois que je l'écoute, de toute façon, que ce soit en podcast ou à ses confs, je prends une bonne tarte. C'est une fille qui fait de la recherche, elle est prof, elle est informaticienne, mais elle est aussi prof, chercheuse en sciences de l'éducation. Et elle fait beaucoup de recherches sur la diversité dans la tech. Donc son talk sur voilà la diversité, comment arriver à avoir plus de diversité de genre, de culture dans la tech, comment ça peut être atteignable. Un talk qui était vraiment pas pessimiste, quoi. Elle donnait des vraies actions et les discussions qu'il y a eu derrière son talk étaient aussi intéressantes. Après, je peux citer quoi comme autre personne, Esther Onfroy, qui est une spécialiste en cybersécurité, qui a parlé de sécurité des apps, notamment Android, enfin sur une stack Android. Moi, je suis très très nulle en cybersécu, donc j'ai beaucoup appris d'elle. C'était aussi une rencontre plutôt assez chouette des derniers mois que j'ai fait dans les communautés, on va dire, techniques de meufs et tout dans la tech. Donc bah, tout ça, toutes ces personnes-là, en fait, elles font ce que tu es aussi. Hein. Une fille comme Esther, tu vois, c'est une speaker qu'on a invitée à Mixit, mais c'est aussi une vraie rencontre, une vraie chouette rencontre que j'ai faite récemment et qui me nourrit aussi en fait dans mon quotidien en fait, dans mon boulot, dans mes aspirations, etc. Donc ça, voilà, c'est typiquement un exemple de personnes qui peuvent t'influencer pro perso. Voilà, on a invité aussi Pamela Fox, qui était une speakeuse, qui était venue, donc une fille de la BREA, qu'on avait invitée il y a 10 ans à Mixit et qui est revenue 10 ans après. Et qui C'est a fait quoi la BREA? la Silicon Valley, pardon. D'accord. Ok. Elle vit sur la côte ouest des États-Unis et elle a fait plein de boulot d'ingénieur dans différentes boîtes plus ou moins grosses. Il y a 10 ans, elle bossait chez Google et puis après, elle est partie de Google. Elle a fait de l'éducation au computer science à la Khan Academy. Aujourd'hui, elle a un poste à Berkeley. Donc, elle a un parcours assez intéressant, cette fille. Elle m'intéresse pas mal parce que, tu sais, moi, comme je te dis tout à l'heure, j'avais aussi enseigné pendant 3 ans dans une école d'ingé. Ouais. Donc, son sujet sur l'éducation au computer science, ça me parle beaucoup. J'ai, voilà, appris d'elle sur les problèmes qu'elle rencontre, notamment sur la diversité. Enfin, voilà. 3 talks que j'ai en tête qui m'ont relativement marqué sur la dernière édition, mais je pourrais t'en citer aussi beaucoup sur, les dernières années à Mixit. On a des speakers qu'on a invités. Pamela, ça fait 2 fois qu'on l'invite. On essaye de varier, hein, mais en 10 ans, on peut se permettre de l'inviter 2 fois. Ouais. Il y a une speakeuse aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Bodil, qu'on a invité 2 fois à Mixit, qui sera toujours la bienvenue. Une fille qui vient de Norvège, mais qui aujourd'hui habite en Grande-Bretagne et qui est voilà, qui a fait des talks assez mémorables. Hein.
Son premier top était sur Clojure. Enfin bon, bref, voilà, des personnes marquantes qui m'ont marqué. Voilà, et des voix féminines. C'est vrai. J'ai cité que des filles. Tu crois que j'ai fait des voix féminines. Et... non, mais pour le coup, effectivement, le ratio est voilà, sur CTOs, tu seras la deuxième voix féminine. Et c'est vrai que le ratio est naturellement un peu plus faible, mais voilà, je lance un appel aux voix féminines qui souhaiteraient s'exprimer. C'est avec grand plaisir. On peut me contacter facilement, du coup. Yes. Ouais, t'as plein de filles chouettes que tu peux inviter, c'est sûr, à ton podcast. Elles sont sûrement à l'heure actuelle, en tout cas en France, moins nombreuses, mais on peut en trouver on peut en trouver. C'est clair. Bah là, on enregistre en cette fin juillet et première voix féminine, Florence Chabanois, qui sera diffusée après-demain, en fait. Génial. Voilà, sur CTOs. Très intéressante, Florence. Elle vient à Mixit. Elle m'a beaucoup, elle m'a aidé sur des trucs cette année à Mixit, d'ailleurs. Ah bah, le monde est petit. Répondre à des questions, ouais, quelqu'un très motivé et de motivante, ouais. Et du coup, bah, peut-être pour faire le pont, Fairphone, c'est un projet qui est une boîte qui réunit un petit peu, qui te permet de réunir et de réconcilier tes combats, tes engagements, tes convictions personnelles. Voilà, si tu nous parles un petit peu de faire, voilà, c'est le business model pour toi qui permet le produit qui te permet de réconcilier tout ça. Ouais, en fait, c'est la première fois que je bosse dans une boîte produit aussi, tu vois. Ça, c'est cool. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Ça, c'est super de bosser sur un produit. Avec Ninja Squad, on avait des produits software. On les a toujours d'ailleurs. Ça, c'est cool aussi. Mais bosser sur un produit tangible, je l'avais jamais fait. Un produit, qui se manufacture. J'ai appris plein de choses que je connaissais pas. Et puis le projet, il est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement, j'arrive avec ce projet à pouvoir joindre mes aspirations éthiques et mon souhait ultime d'utiliser la tech pour. Je suis pas techno-solutionniste. Je pense vraiment pas que la tech va sauver le monde. Et par contre, je pense qu'on peut faire la tech différemment. Fairphone, le produit, c'est pas un truc ultra high-tech. Les premières générations de téléphones, donc là, je vais te faire l'anti-pitch de vente. Je fais commercial. Fairphone, c'est pas du tout un projet de haute technologie. C'est-à-dire que c'est un téléphone standard de moyenne gamme. On a même eu beaucoup d'issues sur les premières générations de téléphones. Parce que là, on est à la version 3. Mais il y a eu une version 1 qui était vraiment pas bonne au niveau qualitatif. Parce que faire un téléphone, c'est compliqué. Je vais te raconter version 3 en combien d'années, du coup? En 8 ans. D'accord, ok. En 8 ans. Donc, je vais te parler un peu du projet. Mais en tout cas, juste pour revenir sur le topic, le sujet de pourquoi ça me parle Fairphone et pourquoi je suis à fond aujourd'hui sur ce projet-là et vraiment je suis fan du truc, quoi. C'est que c'est pas un projet techno-solutionniste. C'est pas un truc qui dit la tech va sauver le monde parce que moi j'y crois pas. Je pense pas que la tech sauve le monde. Par contre, je pense qu'on a besoin d'une tech différente pour adresser certaines problématiques. Pas toutes, mais en tout cas certaines. La problématique si on prend la problématique de la communication aujourd'hui, comment on peut communiquer entre nous? Oui, le smartphone est un outil fortement utilisé. Ça, on peut pas faire abstraction. Et je suis certes, et un projet comme Fairphone, ça montre qu'on peut faire des smartphones de manière différente. Voilà, c'est ça. C'est plus le prendre à l'envers. C'est comment arriver à penser un projet technologique différemment en plaçant l'environnement et l'humain en premier et pas la solution techno. Donc Fairphone, c'est un téléphone moyenne gamme. C'est là que je fais mon anti-pitch commercial. Là. C'est un téléphone moyenne gamme qui a rien d'extraordinaire du point de vue techno. Par contre, il est fait en respectant les personnes qui le fabriquent, donc des mineurs qui extraient les minerais, jusqu'aux personnes qui assemblent le téléphone en Chine. On veut pas rapatrier la construction en Europe. On veut être là où ça se passe. Et la plupart de l'industrie électronique, c'est quand même en Asie pour l'extraction et l'assemblage, et un petit peu en Afrique, et en Amérique du Sud pour l'extraction. Donc on est là où ça se passe. Mais on veut le faire différemment. Il y a une ambition quand je dis de respecter les gens, il y a une ambition par exemple, d'incorporer des minerais fair trade, mais pas que. Il y a aussi une ambition à faire des projets sociaux avec des gens sur place dans les mines. Donc le fait fair trade, ça veut dire que commerce équitable comme le chocolat, tu vois. Mais fair trade, c'est assez galvaudé aussi comme terme, c'est-à-dire que
tu t'assures de certaines choses avec le fair trade sur les conditions de travail des gens, mais tu t'assures pas de tout. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'enfants dans les mines, le fait que tu finances pas les conflits armés sur certains minerais. Il faut savoir qu'il y a des minerais de conflit, l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Ces 4 minerais sont des minerais dits de conflit. On sait que ces conflits-là, il y en a d'autres aussi, mais en tout cas les 4 officiels, on sait très bien qu'ils ont financé des conflits armés, qui financent encore des conflits armés. Et si tu peux garantir que l'extraction des minerais que toi t'incorpores dans ton téléphone ne finance pas ces conflits armés, bah c'est classe. Mais t'as pas de label là pour ça. Tu vois, t'as pas un truc qui dit trop bien, je suis fer, je sais pas quoi. Non, t'as rien qui existe et c'est pas le problème, c'est pas très grave. Ça peut exister à un moment donné. Mais en tout cas, Fairphone, ça fait aussi ça. Ça fait des projets qui sont pas forcément facile à vendre ou à expliquer entre guillemets, mais en tout cas l'origine de Fairphone, c'est pas une boîte, c'est né par une donc là je rejoins, je vais t'expliquer très brièvement ce qu'est Fairphone. C'est né en 2010 aux Pays-Bas, donc c'est pour ça que je t'appelle les Pays-Bas, parce que la boîte est à Amsterdam. C'est né par une bande d'activistes qui voulaient justement dénoncer les minerais dits de conflit, les minerais de sang, et donc en 2010 sur les 4 minerais que je t'ai précités, qui ont bossé notamment beaucoup avec le Congo pour montrer que oui, on pouvait dénoncer l'existence de ces minerais-là pour pouvoir pousser les boîtes de l'industrie électronique à bosser différemment. Et au bout de 2-3 ans de pétitions, campagnes de sensibilisation, etc., ces personnes-là ont atteint un certain seuil, une certaine limite. Ils et elles se sont rendus compte que c'est bien beau les campagnes de sensibilisation, mais on n'est pas crédible. Enfin, il faut être dans l'industrie électronique, il faut être un acteur pour pouvoir faire changer les choses de l'intérieur, quoi. Donc la boîte s'est montée en 2013 suite à une campagne de crowdfunding, l'une des campagnes de crowdfunding les plus successful d'Europe. Ils ne disent jamais, Fairphone ne le dit jamais. Moi, je trouve que c'est cool à dire. J'étais pas à l'époque, hein. Je suis rentrée bien plus tard, mais je trouve que c'est cool quand même. T'as cette bande de gens qui lancent une campagne de crowdfunding et là, t'as plein de gens qui achètent le téléphone, alors que les personnes dont je te parle, c'était 10 personnes maximum qui savaient pas fabriquer un téléphone, accessoirement, qui avaient l'envie de faire un téléphone différent, mais ils n'avaient pas la compétence pour fabriquer un téléphone. Et gros succès, les gens achètent le téléphone, donc il faut faire un téléphone. Ça n'a pas été évident. Ça y est, il a été vendu, il faut le faire. Première génération. Mais technologiquement, il n'y avait rien d'innovant puisqu'ils se sont inspirés, on va dire, de ce qui existait déjà à l'époque en termes de technologie mobile. La grosse différence, elle vient sur l'incorporation des minerais qui ne financent pas les conflits armés, par exemple, dans la supply chain, parce qu'il y a une énorme opacité dans la supply chain de l'industrie électronique. C'est-à-dire pour savoir ce qu'il y a derrière un composant électronique, d'où vient son or, d'où vient son tungstène, c'est l'enfer. Le supplier, la personne qui te vend, le fournisseur de la machine à vibration, d'accord, par exemple, va pas te fournir sur un papier toute la liste de ses propres fournisseurs. Donc il y a une opacité énorme. Et si tu veux changer ça en disant non mais moi dans mon appareil à vibration je veux mettre du tungstène conflict free, il faut que tu remontes toute la supply chain, que tu décortiques qui fournit quoi, quand, etc. Donc il y a eu un énorme travail de Fairphone de ces personnes-là au début sur décortiquer, pousser. Une fois qu'on a réussi avec des gens sur place, par exemple au Congo, à extraire du tungstène conflict free, eh ben il faut convaincre les traders, les suppliers qui vendent le tungstène d'incorporer ce tungstène dans des composants électroniques. Et que ce composant électronique, que ce soit lui que tu incorpores dans ton téléphone. Enfin bref, très compliqué. Et donc la complexité la construction d'un téléphone fer, entre guillemets, ça vient de ça. Donc, du coup, c'est marrant parce que ce week-end, je regardais une vidéo YouTube de Brut sur l'extraction du coltan, qui est assez dingue comme vidéo où tu vois les types qui vont extraire à main nue dans des galeries à 50 mètres sous terre, le contexte hyper claustrophobique et des conditions de travail assez folles, effectivement. Donc ça, c'est typiquement, t'achètes Fairphone, tu sais que l'extraction et la traçabilité, tu sais que ça vient pas de mines sauvages, de mines de ce type où les conditions sont folles, quoi. Ouais, alors sur les minerais sur lesquels on bosse, aujourd'hui, on est entre 8 et 9 minerais sur les 40. Donc tu vois, on est loin du total.
Parce que pour chaque minerai, c'est 3 ou 4 ans de travail. Donc, on a commencé sur l'étain, le tungstène. Aujourd'hui, on en a 8 ou 9. On va en avoir 14 en 2022. Mais c'est un travail de fou. Mais oui, sur ces minerais-là, tu sais que y a ce travail-là qui te garantit les bonnes conditions de travail pour les personnes qui ont extrait les minerais. Mais si tu veux le faire bien, ça prend vraiment du temps, quoi. Et c'est compliqué à expliquer. On a plein de détracteurs qui nous disent ouais, c'est ça, Fairphone, il y a encore plein de minerais qui sont pas fer ou qui financent des conflits armés. Alors sur la partie conflict-free, c'est pas vrai. Par contre, sur la partie fer, oui, c'est vrai, il y a plein de minerais qu'on n'attaque pas encore. Parce qu'on est 100 personnes, on a une petite boîte, donc faut choisir. Vous êtes 100 aujourd'hui? Ouais, on est une PME, quoi. C'est plus vraiment une start-up, mais ouais, on a une PME de 100 personnes, c'est pas énorme, hein. Et du coup, vous produisez combien de, on a produit 100 000 Fairphone 3 en 2020. Ok. Donc c'est un chiffre qui commence à être intéressant, sachant que en 2020 on en a vendu 100 000. Des Fairphone 2, la génération d'avant, sur 4 ans, on en avait vendu 130 000. Donc tu vois, 130 000 en 4 ans, 100 000 en un an, ça va mieux. On vend mieux, mais on est quand même dans une optique de slow growth. C'est-à-dire que ça, je peux t'en parler un petit peu aussi. C'est-à-dire que je te parlerai après de ce que fait Fairphone au-delà de la partie minerai. Mais en tout cas, sur le modèle de gestion de la boîte, moi, un truc aussi que j'ai découvert quand je suis arrivée ici, on est vraiment en croissance lente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs, on fait beaucoup de prêts bancaires, ce qui est pas vraiment à la mode. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas du tout à la levée la plus grosse et tout ça, mais ça, c'est une volonté des gens qui lead la boîte aujourd'hui. Parce qu'IDL savent très bien que quand tu vas chercher trop d'investisseurs, tu perds un peu le contrôle de la boîte. C'est compliqué sur du hardware, parce qu'on fait du hardware, donc on a une ligne de production en Chine. Enfin, faut quand même des thunes, quoi. Mais la décision a toujours été de grandir doucement, parce que si jamais tu fais rentrer trop de gens que tu contrôles pas à ton board, tu perds la main. Tous les trucs que je vais te citer, les fair materials, le conflict free, les minerais qui ne financent pas de conflits armés, le fait de garantir qu'il n'y ait pas d'enfants dans la supply chain. On fait plein d'autres trucs que je t'expliquerai après sur les conditions de travail aussi des personnes qui assemblent le téléphone en Chine, la partie recyclage, enfin bref, tout ça. Au bout d'un moment, ça pète. Il y a toujours un investisseur qui va dire, écoutez, vous êtes bien gentil là, mais votre truc soft là, on va l'oublier celui-là. Enfin, au moins cette partie-là. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment garder le contrôle sur tous les projets, tous les angles d'attaque auxquels tu crois et qui vont changer l'industrie électronique, parce que c'est vraiment le but de Fairphone, c'est de changer l'industrie électronique, c'est pas de faire un super téléphone Fairphone, c'est vraiment d'arriver à insuffler un changement. Et si tu fais rentrer trop vite trop de gens en tant qu'investisseur, tu perds le contrôle. Alors du coup, j'ai une petite question, parce que tu parles de croissance lente avec des prêts bancaires. Bon, quand je vois la philosophie de la boîte, bon, je crois que le choix d'une banque, c'est assez prépondérant dans le choix de son empreinte écologique aussi. Enfin voilà, les banques qu'on a, en fonction de ce qu'elles financent, elles ont des empreintes écologiques différentes. Aujourd'hui, le choix des banques pour les prêts bancaires de Fairphone, est-ce que vous avez le luxe de vous rapprocher d'établissements bancaires qui sont dans les mêmes lignes et valeurs, type, je sais pas, Gringot ou des banques comme ça, ou Oui, on est en contact. Il y a des gens aussi il y a une banque aux Pays-Bas qui s'appelle Triodos, qui est un peu comme la Nef en France. Donc oui, évidemment, il y a même des employés de Triodos qui sont arrivés chez Fairphone. Enfin oui, on a un lien fort avec eux. Ça, c'est sûr, mais de manière plus globale, aux Pays-Bas, de toute façon, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. T'as quand même plus de flexibilité sur les prêts. D'accord. Okay. Et ça, que ce soit perso, boîte ou quoi que ce soit, mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûre. Sur cet aspect-là, sur l'aspect prise de risque, oui. Après, c'est un pays très très libéral, très capitaliste. Donc, je suis pas pro du modèle. Personnellement, je pense qu'il y a ses propres limitations. Par contre, avoir des prêts, c'est pas très compliqué. Mais il y a de la prise de risque. Ce qui est sûr, c'est que si Fairphone dit bon, on y va doucement, on veut pas faire entrer trop d'investisseurs, on croit de manière raisonnable. Il y a deux éléments à ça. Une prise de risque, parce que potentiellement, t'as des gens qui peuvent mettre en doute l'efficacité de la boîte. Il y a un article dans Le Monde qui est sorti ce matin sur
le titre, je sais plus ce que c'est, mais en gros, ça parle du coût écologique des téléphones. Fairphone est cité, c'est cool, et le truc est positif. Mais ils disent, ouais, enfin bon, ils vendent que 100 000 téléphones par an, quoi. Est-ce que c'est très crédible? Et pourquoi? Après, toi, non, mais en fait, ils ont raison aussi, parce qu'effectivement, tu dis, ouais, 100 000. Bon, moi, je suis persuadée que déjà à 100 000, t'es crédible, mais c'est une vraie question, quoi. Tu vois, des Samsung, ils sont dans plusieurs millions tous les 6 mois, donc. Tu sais, j'avais une petite question. Si j'avais lu, bon, ça remonte à 2-3 ans. J'avais lu que votre arrivée sur le marché avec le succès que vous aviez, ça vous mettait certains bâtons dans les roues sur certains approvisionnements. Enfin voilà, parce qu'il y a eu des boîtes d'autres constructeurs qui qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour vos approvisionnements sur d'autres choses ou pas? J'avais lu ça. Bon, d'autres constructeurs, pas forcément, mais après, on n'a pas été victime de Samsung qui ont essayé de nous tuer, parce que je sais même pas s'ils nous connaissent vraiment. Ça serait bien qu'ils nous connaissent plus, qu'on a vraiment une volonté de pouvoir influencer les autres partenaires. On a des projets avec Philips sur l'or équitable, voilà, il y a des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment eu de gens qui ont essayé de nous tuer. Par contre, on a eu des vrais problèmes d'approvisionnement, ouais. Et ça, comme d'autres. T'as dû entendre parler des shortages sur les microprocesseurs à Taïwan, des choses comme ça. Mais si Samsung en souffre, nous on en souffre aussi, mais nous vachement plus parce qu'on a moins de capitalisation, donc plus de problèmes de cash. Donc le moins de retard, délai dans l'approvisionnement, ça peut tuer la boîte. Surtout quand tu leverages à mort sur tes prêts déjà, si t'es déjà tendu au niveau de tes prêts, bah voilà, tu peux. C'est assez compliqué. Moi, je pense qu'on n'est pas plus victime que les autres. Il y a pas de manufacturiers qui ont essayé de nous tuer. Par contre, on est plus vulnérable du fait de la petite taille. Ça, c'est sûr. Mais on a tout le temps, on est tout le temps face à des problématiques dans l'approvisionnement. D'autant plus avec le corona, tu vois, tel supplier de caméra a plus le truc dispo, ah mince, il faut attendre, faut qu'on en trouve un autre, c'est l'enfer en fait. T'as 200 composants dans un téléphone, 40 minerais, t'imagines la complexité. Donc ouais, c'est compliqué. Et juste pour finir là sur l'histoire de l'investissement, croissance lente. Donc je te disais, donc on fait plus de prêts bancaires, il y a plus de risques. La prise de risque, tu vois, je l'ai vu ici plus qu'ailleurs en fait, c'est-à-dire que la personne qui lidait la boîte Bas Vanable a fait 2-3 burn-out, tu vois. Enfin, je veux dire, ça c'est la face cachée aussi de ce genre de boîte où l'éthique est vachement importante. Et il y a aussi une telle prise de risque, une telle pression sur les épaules des personnes qui fondent la boîte que des moments ça pète. Ce mec-là, il en parle publiquement, donc je veux pas te le dire, mais il a fait 2 ou 3 burn-out parce qu'il a craqué, quoi. Parce que moi, tu vois, j'ai pas fondé la boîte, quoi. Je suis arrivée après et tout ça, donc la pression est quand même plus modérée sur moi. Mais ouais, ça fait flipper quand même. Quand tu te lances dans un projet comme ça, que t'es CAFI de près, tu penses que c'est mieux parce qu'au moins tu gardes le contrôle. Ouais, enfin en même temps, c'est sur ta gueule les risques. Donc c'est un peu particulier comme ambiance. J'ai beaucoup appris sur la résilience au stress et à ce genre de choses. Mais moi, je pense sincèrement que c'est la condition sine qua non pour pouvoir garder le contrôle sur ta boîte si ton texte que tu crois ont des valeurs qui sont qui sont pas très bankable, quoi. Ok. Et du coup, alors au-delà de, toi t'es Head of Engineering chez Fairphone. Alors je suis Head of IT, je gère l'IT et je gère la partie software. Ouais. Engineering Longevity, donc la partie les équipes d'ingénieurs software logiciels qui gèrent la partie lutte contre l'obsolescence programmée ou non des mobiles, ouais. Et puis l'IT aussi. Donc je suis DSI, enfin voilà, l'équivalent de ce qu'on appelle un DSI en France. Mais bon, l'IT chez Fairphone, c'est pas non plus démesuré. Donc du coup, dans une boîte comme Fairphone, bon, t'as plus les coups des franges pour pouvoir justement sensibiliser aux problématiques de green code, code performant, code éthique. Voilà, ça se matérialise par quoi dans les softs Fairphone, dans ta manière de sensibiliser l'équipe, dans la manière de coder éventuellement? Alors bon, de manière générale, on essaye de faire une place à l'open source, assez importante, tant qu'on peut. J'aimerais toujours en faire plus. On peut toujours s'améliorer, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'est
On n'est pas excellent. Il y a donc par exemple, tu vois, une boîte comme Fairphone, ça a du stock, ça, tu vois, des choses assez classiques. Donc il faut un ERP. Ça fait rêver, hein. Genre les ERP. Je peux te dire que quand je suis arrivée ici et qu'on m'a dit ah oui tiens au fait à l'IT il y a un projet de ERP, j'ai sauté de joie quoi, parce que c'est vraiment pas le truc qui m'éclate. Mais bon, après c'est pas rocket science, hein, c'est pas compliqué à faire et t'as des ERP qui sont basés sur une stack open source, donc voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire. On a pris un truc qui s'appelle Odoo. Qui s'appelle Odoo. Odoo. Et qui est basé sur qui a une solution open source. Donc voilà, ça c'est des choses et qui marchent d'ailleurs relativement bien. Qui est pas, enfin tu vois, c'est des alternatives à tous les mastodontes, Microsoft Dynamics, tu vois, ce genre de trucs. Donc ouais, on fait ça. Après au niveau sur le produit lui-même, sur le téléphone lui-même, on est face quand même à un challenge important qui est la longévité. C'est-à-dire que on est les seuls sur une stack Android à faire des téléphones qui sont supportés 4, 5, 6 ans. Là, on vient de sortir Android 9 sur Fairphone 2. Ça va nous porter le support à 6 ans, le support software. Ce que personne fait. Donc, quand tu fais ça, c'est bien, mais techniquement, c'est très compliqué parce que tu fais face à une industrie qui est pas du tout dans ces normes-là. Donc, le vendeur de puces de notre chipset, donc le processeur du téléphone, si tu veux, il arrête son support logiciel au bout d'un certain temps et nous, on est obligé de faire ce support plus longtemps sans le support du vendeur de puces, ce qui est compliqué. Et ça, on le fait grâce à la communauté open source. Donc, ça veut dire qu'il faut, nurturing, je sais plus ce que c'est comme traduction en français, mais en gros, il faut qu'on travaille avec la communauté pour faire en sorte d'alimenter cette communauté, pour faire en sorte qu'elle nous aide aussi en retour. On travaille fortement avec la communauté Linear Edge au niveau d'Android. Donc, il y a tout ce travail-là de fond qui est essentiel si on veut faire un téléphone qui dure. Faire un téléphone qui dure, c'est à la fois côté hardware, mais aussi côté software, faire des security updates et des Android upgrades sur plusieurs années. Donc ça c'est mon quotidien, on va dire. Tu vois, c'est vraiment. Donc toi, ce que tu dis, c'est que tu vas avoir, enfin, l'un des premiers combats et l'un des premiers impacts forts que tu peux avoir, il n'est pas forcément au niveau du code ou de la performance de ton code, mais il est dans penser ton code et ton soft pour qu'il soit rétrocompatible avec les devices qui l'utilisent, quoi. Ouais, c'est plus. Il y a du code aussi, mais on va dire que c'est plus au niveau architectural. Il faut faire en sorte de, comment dire, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais en gros, quand tu regardes si tu veux rentrer dans les détails techniques. Quand tu regardes un arbre de source Android, tu as deux grandes écoles, si tu veux. Soit tu pars sur AOSP, donc c'est Android Open Source Project, c'est la version stock d'Android Open Source, où tu pars sur le CAF tree, donc qui est la version. Donc on bosse avec un chipset qui est de Qualcomm. Qualcomm, c'est le vendeur de chipsets, en tout cas sur les 2 dernières générations de téléphones. Et tu peux partir sur leur tree, parce que eux-mêmes, ils vont utiliser une version de l'arbre de source adaptée. Et la plupart du temps, les manufactureurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils incorporent une puce Qualcomm, ils partent de l'arbre Qualcomm. En gros, je vais te la faire simple, mais appelons-le comme ça, cet arbre. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de 2-3 ans, Qualcomm, enfin le vendeur de chipset, te dit mais c'est fini, je maintiens plus ça. Donc il faut que tu migres sur AOSP. En fait, migrer sur AOSP, tu changes tout l'arborescence de ton code quelque part. C'est l'enfer en fait. Donc si tu veux être smart et si tu veux arriver à faire un software qui dure longtemps, il faut que tu commences au plus tôt sur AOSP. Donc c'est des choix d'architecture software en fait, tu vois. D'accord. Très niche, mais qui sont essentiels sur la longévité logicielle. Donc on n'est pas sur de la performance de code, on est plus sur l'organisation de ton code, le choix des Linux kernels. Donc je sais pas si tu connais des trucs en Linux kernel, mais en gros les noyaux Linux, t'as des noyaux upstream et après t'as la version Android du noyau Linux. Après t'as la version on top, au-dessus de ça t'as ce que Qualcomm rajoute. Bon bref, t'as plein de choses. Et sur les choix sur le choix de ton Linux kernel, c'est vachement important aussi. Lequel tu vas prendre, comment tu l'intègres avec le reste de ton arbre. C'est essentiel pour la longévité. Tu peux faire des erreurs au début tu ships un téléphone
avec une certaine version d'Android, si tu fais des erreurs architecturales, tu pourras ça mettra vraiment à mal le software support sur plusieurs années. Donc, on est en plein dans les choix liés à la sobriété. Tu vois, si tu veux faire un téléphone qui dure pour être plus sobre, il faut que tes choix soient bons dès le début. Et personne fait ça dans l'industrie. Donc, on est un peu les seuls. Donc, on a une cellule R&D. Dans mon équipe, j'ai des ingénieurs qui font ça. On travaille là-dessus, on itère, parfois on se plante. Enfin, c'est très intéressant. Et alors, du coup, si tu regardes dans le rétro, les bons choix qui ont été faits et les choix démarrer sur iOSP au plus tôt, pas se contenter de partir sur l'arbre qui est promu par le vendeur de puces, être très vigilant sur la partie Linux kernel. Le Linux kernel, le noyau Linux, c'est la couche basse d'Android. Android est basé sur un Linux kernel. Et la manière dont tu vas, donc soit tu te dis bon, je m'en fous, c'est Android, je m'en occupe pas, je le laisse vivre mon noyau Linux là. Non, il faut l'entretenir, il faut l'arroser, c'est une belle plante, tu vois. Non, il faut être vigilant sur l'upgrade du noyau. Sur Fairphone 2, on a été donc la génération d'avant qui est sortie en 2015, on n'a pas été très bon là-dessus. On avait un vieux noyau Linux qu'on n'a jamais fait évoluer, ça a été l'enfer sur l'upgrade d'Android 9. On s'est traîné un boulet, quoi, entre guillemets, donc on aurait dû le faire plus tôt. Enfin bon, voilà. Au moins, sur Fairphone 3, on fera pas cette bêtise. Et sur Fairphone 2, on est en train d'étudier un upgrade d'Android après 6 ans, tu vois. Donc, un upgrade de noyau, pardon. Après 6 ans d'existence. Mais voilà, ça, c'est des choix, c'est des choses qu'on refera plus pareil, mais sur lesquelles on apprend. Et personne d'autre fait ça dans l'industrie, hein. Donc ça, c'est quand même aussi particulier. Là, tu te dis aussi, bon, tu galères sur des trucs, tu te dis, bon, bah, au moins, on le fait pas pour rien parce que ça peut servir à d'autres aussi, quoi. On est sur des choses open source. Après, pour remonter plus haut, être moins obscur, parce que je pense que peu de gens connaissent un peu ce dont je parle, même si j'essaie de le rendre un peu tangible. Mais en gros, sur les stacks plus hautes, moi, je suis pas du tout développeuse app Android. Mais ce que je peux te dire, c'est que les choix de SDK que tu fais sur tes apps Android sont cruciaux, pardon. Et ça, on n'a pas vraiment de app, d'application à nous, ça va venir, mais là-dessus, il faut qu'on soit vigilant, parce que si t'embarques n'importe quel SDK, tu peux mettre à mal la privacy des datas de tes utilisateurs, utilisatrices. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va faire attention de le faire pas trop mal. Et je fais référence notamment au talk de Esther Onfroy dont je parlais tout à l'heure là, qui a sensibilisé les auditeurs et auditrices justement à ce sujet de la sécurité de tes applications Android à partir des choix de SDK. Donc il n'y a pas de choix neutre, quoi, au niveau des apps Android. Des bons choix ou des choix conseillés, des choix un peu plus discutables? Faut pas qu'on soit feignant et feignante et qu'on embarque un SDK comme ça, le SDK Facebook, on entend c'est cool, je gagne plein de temps. Parce que c'est ça, hein, l'avantage d'embarquer des librairies, des SDK déjà développés. Évidemment que c'est que tu gagnes du temps. Et puis ça peut faire sens sur certains sujets, tu vois, mais très vigilant sur ces choix-là. Bah, j'embarquerai pas de SDK Facebook dans mes apps Fairphone si j'en développe, quoi, tu vois, par exemple. C'est plutôt des non-choix, tu vois. De faire attention à ces choix de librairie, puisque c'est des choses qui peuvent être rédhibitoires sur la data privacy. Et du coup, j'imagine que toi, t'as jamais le débat sur on a deux choix techniques, on a un choix où je vais pouvoir le faire en 20 jours, mais c'est le SDK Facebook, et puis il y a le choix où ça va me coûter 60 jours. Mais par contre, c'est aligné avec les discours, les valeurs, le côté éthique, le côté voilà. Ça c'est des combats que t'as pas menés en interne en fait. Non, non, parce que déjà d'une l'avantage c'est qu'on n'est pas nombreux et nombreuses, donc on fait les choix nous-mêmes, quoi. Tu vois, le board, enfin genre les au-dessus de moi, j'ai le CFO. Enfin, toi, c'est une petite boîte, quoi. Hein. Au-dessus de moi, j'ai le CFO. C'est pas le CFO qui va me dire tu prends ou tu prends pas le SDK Facebook. Donc ça, c'est tout. C'est tout nous qui décidons. Moi, c'est un grand mot, mais en tout cas moi et mes collègues, quoi. Donc non, ça c'est pas. Et on est tous alignés là-dessus, ça c'est sûr. Tout est tous alignés là-dessus. Après, il y a plus un problème de méconnaissance interne. Je me mets dedans à méconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y a des sujets qu'on maîtrise pas parce qu'on n'est pas nombreuses, on n'est pas nombreux. Dans l'équipe des ingés dont je te parle, la R&D Android, on est une petite dizaine, donc tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc il y a plein de trucs qu'on maîtrise pas. Et du coup, quand on fait des bêtises, le coup des SDK, on le fera pas, mais admettons, c'est plus par mes connaissances en fait, tu vois.
Donc c'est pas un problème d'un CTO qui dit, ou d'un board, d'un mec du board, d'une personne du board qui dit bah non vous pouvez pas. C'est plus un problème de ressources internes où on n'a pas une grosse. La stack Android elle est démesurée, c'est énorme. Et pour avoir des experts, j'ai un expert Linux, tu vois. Il y a une personne dans l'équipe qui est expert sur les noyaux Linux et pas deux. Une autre personne sur la partie graphique. Les drivers graphiques, mais tu vois, c'est compliqué. On peut pas avoir des experts et expertes sur chacun des sujets, donc il y a forcément des trous, quoi. Mais ça vient de la taille de la boîte. D'accord. Tu disais vous n'êtes pas nombreux, mais croissance lente. Du coup, tu recrutes peu. Il y a peu de turnover dans tes équipes. Enfin, sur un projet qui fait. Enfin, j'imagine que la plupart des recrutements ou des personnes qui bossent pour Fairphone adhèrent au projet. Il y a un côté. Enfin, le projet, il est important, quoi. Et du coup, le turnover, il y en a peut-être moins qu'ailleurs. Non, il n'y a pas beaucoup de turnover, ça c'est sûr, parce qu'en général, les développeuses qui viennent bosser chez nous, bah, ils ont pas forcément envie d'en repartir sur le côté éthique. Enfin, ils sont un peu comme moi, tu vois, la plupart d'entre eux et d'entre elles, ils sont arrivés ici parce que ils avaient envie de mettre à profit leurs compétences sur des projets un peu plus intéressants. Après, on recrute peu. Ça, c'est sûr. J'ai dû embaucher 2 personnes en 2020, tu vois. Pas beaucoup, hein. 2 extras, quoi, 2 personnes nouvelles. Donc, non, on recrute peu. Après, quand on recrute, en général, on a quand même pas mal de candidats. Mais ça dépend des sujets. La personne que j'ai recrutée sur la partie couche basse d'Android, c'était pas forcément facile parce qu'il y a peu de compétences là-dessus. Peu de personnes... c'est moins évident que de trouver une personne qui fait du développement Android applicatif, quoi, tu vois. Donc ça dépend des sujets. On recrute peu et parfois on n'a pas de mal en général parce que Fairphone en général les gens font des applications parce qu'ils veulent, comme je te le disais, mettre à profit leurs compétences sur des projets à impact. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on galère à recruter, quoi. Ça, c'est sûr. Dès qu'on touche aux couches basses d'Android. Ok, couche basse, c'est un appel éventuellement. On lance un appel. Ouais. S'il y a des gens qui se sentent. Ok. Mais du coup, pas trop de problèmes d'attractivité quand t'as un poste ouvert. Non, bah ouais, non, par rapport à d'autres boîtes, j'imagine que c'est plus facile, quoi. Parce que t'as plein de gens qui veulent venir bosser chez nous parce que c'est Fairphone, parce que le projet, voilà. Et du coup, toi, t'as également en charge, au-delà des choix techniques, du recrutement, j'imagine l'organisation des équipes. Est-ce que t'as choisi une organisation quel type d'organisation vous avez choisi? C'est agile, c'est du cycle en V, est-ce que est-ce que votre business model influe sur votre orga? Est-ce que ça amène des réflexions ou pas plus que ça? Bah, quand je suis rentrée chez Fairphone, au niveau des équipes tech et tout ça, enfin même pas que des équipes tech d'ailleurs, on était basé sur un principe holacratique que j'ai découvert ici, ce que je connaissais pas, donc comment t'expliquer l'holacratie. Donc ça vient vraiment des fondateurs et fondatrices, hein, les personnes qui étaient à la base de Fairphone ont poussé pour ça. Donc c'est un principe selon lequel la prise de décision est disséminée dans plusieurs équipes. T'as pas un board qui décide de tout, etc. Pas mal de discipline aussi sur la partie prise de décision, justement. Donc, tu essaies vraiment de consulter le maximum de personnes. Donc ça vient de la typologie de la boîte. C'est-à-dire que les principes d'holacratie, mais aux Pays-Bas, je pense que c'est un peu plus connu qu'ailleurs parce que tu as Bol.com qui est quand même pas la boîte la plus éthique du monde. Bol.com, ils font, c'est l'équivalent d'Amazon, mais aux Pays-Bas, quoi. Ils sont organisés en holacratie. Donc management décentralisé avec des équipes qui sont vachement autonomes et tout ça. Donc aux Pays-Bas, je pense que c'est quand même dans tous les cas plus en vogue. Tous les typologies de management différentes, plus horizontales, etc. C'est quand même plus en vogue ici. Et donc oui, forcément chez Fairphone on a ça, donc holacratie. Après au niveau de la boîte, on est en train de passer à un truc qui est quand même assez cool à la méthode qui s'appelle Shape Up. Shape Up, c'est une méthode qui vient d'une boîte qui s'appelle Basecamp aux États-Unis, dont on a entendu parler tristement d'ailleurs il y a quelques temps.
Parce qu'il y a eu des employés de Basecamp qui étaient qui étaient très remontés contre le board parce qu'il y a eu des propos pas très cool de personnes anciennes dans la boîte. Enfin, je vais passer sur l'histoire, mais en gont, ils et elles ont sorti quand même cette méthode qui s'appelle Shape Up, que je trouve assez intéressante, qui est une sorte de méthode agile mais appliquée à toute l'entreprise, quoi. Donc tu bosses en itération de 6 semaines, c'est la méthode des 6 weeks cycle. Tu bosses en itération de 6 semaines. Et tu prends 2 semaines de cool down période, donc une période plus calme, où tu vas faire ta rétro, la planification de ta prochaine itération, etc. Mais ce 6 week cycle, tu le fais vraiment au niveau de toute la boîte. C'est pas que l'équipe de dev, c'est toute la boîte. Donc chez nous, on est en train de l'appliquer à vraiment toutes les équipes. Marketing, sales, du coup, le concept, là, c'est effectivement, si je comprends bien, le concept, c'est des cycles de 6 semaines. T'as un cycle où tu produis, et t'as un cycle où tu dézoomes, tu fais de la rétro, ouais. tu regardes ce qui s'est passé, tu t'améliores. Ouais. Et c'est pas sur qu'un seul produit software, tu vois, c'est pas tes sprints Scrum, tu vois. Ouais. C'est vraiment la priorité des différents projets de l'équipe, de la boîte, sur 6 semaines. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Admettons qu'on veut faire un projet on veut implémenter la garantie à 5 ans. Ce serait génial si on fait un produit qui garantit 5 ans. Admettons qu'on veut faire ça. Il y a un impact partout. Il y a un impact opérationnel, il y a un impact sur le développement, il y a un impact au niveau sales, etc. Et pour mener des projets comme ça, un impact au niveau légal, au niveau des équipes légales. Donc, quand tu veux mener un projet comme ça, pour le démarrer, il faut des moments où on peut se mettre d'accord sur le moment où on va démarrer ça. Et ça, c'est la cool down période, le moment d'alignement des priorités entre équipes, quoi. Et donc vraiment des périodes où tu t'arrêtes, tu réfléchis et tu vas aligner avec les autres équipes pour voir quand c'est que tu commences. Et après, quand tu démarres ton cycle, tu essayes de garder ton focus sur tes projets qui sont censés être faits sur les 6 semaines. Mais différents projets, je parle pas que des features de ton produit software, quoi. Je parle vraiment de projets soit intra-équipe, soit inter-équipe. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Basé sur le 6 week cycle, là, il y a un truc aussi qui est utilisé chez Fairphone, mais qui est très Dutch, je crois, très néerlandais, qui s'appelle OGSM. Ça, c'est un peu basé sur l'impact mapping. Comment tu dis? OGSM, c'est Objective Goals, Mesures, Strategy and Measures. Et en gros, sans rentrer trop dans le détail, c'est de l'impact mapping. Donc, c'est comment tu vas traduire tes business goals, tes objectifs d'entreprise, au sein de tes projets. D'accord. Donc, si ton projet, c'est de faire un téléphone éthique, durable, etc., comment ça se traduit en termes de projet dont on porte, de projet d'entreprise, qu'est-ce que tu as comme projet d'entreprise dans ton portfolio, quoi, tu vois? Donc, OGSM, c'est ce qui permet de garantir ce lien entre les objectifs d'entreprise et ce que vraiment tu implémentes comme projet dans ta boîte, comme sous-projet. Et les 6 week cycle, là, le truc dont je te parlais juste avant, c'est pour garantir une synchronisation des priorités entre équipes, mais toute équipe confondue. Je parle même de légal, sales, etc. D'accord. C'est des boîtes produits. Là, ça parlera à des gens qui bossent dans des boîtes produits. Ça parlera plus difficilement à des gens qui bossent dans des boîtes de prestat, puisque dans les boîtes de prestat, tu bosses par client. Dans des ESN, ça s'applique moyennement. Ouais. Par contre, dans des boîtes produits, ça va parler aux gens, quoi. C'est-à-dire que dans une boîte produit, t'as un choix, un projet cross-fonctionnel, quoi, qui va impacter toutes les équipes. Et arriver à avoir une solution en interne qui permet d'aligner toutes les équipes, c'est essentiel. J'ai vu l'avant et l'après, parce que avant, quand je suis arrivée, on n'avait pas ces 6 week cycle là. Et maintenant qu'on le fait, c'est quand même plus simple, quoi. Et c'est assez intéressant cette méthodologie. J'irai me renseigner un petit peu parce que je connaissais pas. Par contre, je connaissais le principe l'holacratie, voilà, que l'équipe d'agilistes de ma précédente société avait tâché de mettre en place pour bosser ensemble et d'embarquer le reste des services sur une organisation avec les principes d'holacratie. Toi, vous rencontrez des difficultés ou des écueils, des choses qu'il faut surmonter sur ce type d'orga,
ou pas? Bah oui, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, tu vois, la synchronisation, c'est pas parce que tu as la méthode que ça marche, hein. Enfin, je veux dire, les priorités. T'as des équipes qui sont un peu réticentes. On a implémenté là sur la dernière année, donc forcément le changement n'a pas été si simple. Quand tu es en rush, que tu sors un nouveau produit, etc., tout le monde te dit ah non mais je suis pas occupé là, ton truc de 6 weeks. Donc on a mis longtemps, on a mis plus longtemps que prévu. L'holacratie, c'est pas vraiment un souci parce que c'était déjà là dès le départ. Les fondateurs de Fairphone étaient vraiment sur les principes holacratiques. C'est parce que c'était dans le mindset de la société que déjà Ouais, ça. de toute façon, je pense que c'est très néerlandais. Il y a beaucoup de boîtes je te dis, le bol.com, là, l'équivalent d'Amazon, qui est pas du coup le projet le plus éthique au monde, ils sont en holacratie, donc avec vraiment un principe de gouvernance partagée. Donc chaque équipe est responsable de son propre budget, ses propres projets, etc. La limite à l'holacratie, enfin c'est pas la limite, mais l'holacratie, le modèle est super, tu vas pouvoir avoir de l'autonomie dans tes équipes, t'as pas de management centralisé, tu prends des propres décisions, t'as ton budget, blabla. Mais ça résout pas le problème de synchronisation entre équipes. Tu vois, si tu distribues l'autorité, chaque équipe a une autorité, ça c'est cool. La prise de décision se passe par équipe, mais après, comment tu communiques? Comment t'alignes entre équipes? Je ne place pas une équipe plus haute que l'autre, tu vois. Et comment tu discutes? Comment t'alignes? Voilà. Et là, pour moi, c'est complémentaire. Le 6 week cycle, shape-up méthode, là, c'est complémentaire à l'holacratie, etc. Pour moi, t'as un truc qui s'aligne entre holacratie, OGSM, donc une forme d'impact mapping, et 6 week cycle, shape-up. Ça commence à devenir obscur tout ce que je raconte là. Je m'écoute parler, je me suis encore. Tes auditrices et tes auditeurs là, mais je t'essaierai, je te ferai des liens. Ah bah avec plaisir si t'as des. C'est pas compliqué. Enfin, genre c'est absolument pas. Si t'as des références. L'holacratie, je pense que maintenant c'est quand même un truc connu et puis c'est pas voilà, c'est pas non plus sorcier quoi. Hein. C'est juste le fait de pas avoir de management centralisé. C'est ça. On est chacun responsable du budget. Moi j'ai un budget. Dans mon équipe, on a un budget, on décide toutes et tous de ce budget, enfin de comment on va le dépenser. Et voilà, enfin tu vois, puis on a une grosse autonomie sur notre organisation, voilà. Mais ça, je pense qu'on n'est pas, enfin maintenant, c'est quand même moins. C'est pas des choses très exotiques. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui le font. Après, nous, on n'en parle jamais. Là, tu me poses la question, je te le dis. L'holacratie, c'est un truc qui est très brandé aussi. Il y a des boîtes qui disent qu'ils font de l'holacratie, qui vendent un peu le truc avec. Moi, je trouve que je suis arrivée chez Fairphone, j'ai découvert l'holacratie, ils m'ont même pas dit à l'entretien, tu vois, je suis arrivée, j'ai fait mon application, j'ai posé quelques questions, mais jamais, en entretien, je veux dire, jamais l'holacratie était mentionnée. C'est quand même énorme. Genre, non, mais enfin, de toute façon, c'était une évidence, en fait. Non, mais c'est qu'ils en parlent jamais, les personnes, ils et elles, les fondateurs, fondatrices et tout ça, mais on trouve que c'est un truc qui marche, mais il n'y a pas de quoi se la péter non plus à dire qu'on fait ça. Pour suivre un peu, alors moi je suis vraiment pas dans les communautés agiles, mais pour les suivre un peu de loin, je vois que c'est quand même un peu galvaudé comme principe, tu vois, t'as des gens qui vendent un peu leur truc, pourquoi pas, hein, c'est pas un mauvais principe, mais je veux dire, c'est dans le détail, c'est quand même pas si compliqué à mettre en œuvre, et puis dans une boîte tech, ça a son sens, je pense qu'il y a, tu vois, il y a pas beaucoup il y a peu d'arguments qui vont contrer le fait de ne pas faire de l'holacratie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. On arrive bientôt, je pense, aux dernières questions que j'aurai. Souvent, j'ai quelques petites questions finales, notamment une question qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel? Alors, dans le monde professionnel, ouais. Alors ici, ils m'appellent la refill. Tu sais, quand tu re-remplis ton verre là, tu refill ton verre de wine, donc de vin, parce que en fait, quand je suis arrivée chez Fairphone, parfois, ça m'arrivait d'amener une bouteille de vin le midi au lunch, quoi. Et la première fois que j'ai fait ça, ils m'ont vraiment pris pour une grosse alcoolique. Parce que alors boire du vin le midi, les Néerlandais, mais je pense que c'est pas la seule culture d'ailleurs, c'est waouh, c'est choquant, tu vois. Et moi j'aime bien boire du vin le midi. Donc ils m'appellent Madame Vin, celle qui remplit les verres celle qui j'apporte souvent des bouteilles de vin, mais je pense que ça je leur aurais apporté ça au moins, le fait de temps en temps
être ouvert à boire des verres de vin au déjeuner, ce qui en France nous paraît tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais qui dans d'autres pays ne l'est pas forcément. La diversité, encore une fois, et les différences culturelles. Celle qui remplit les verres, voilà, c'est la classe, hein. Avec du vin en plus, c'est celle qui remplit les verres avec du vin. Et est-ce que tu as un proverbe ou une devise? Ouais, alors bon, c'est pas quelque chose qui est c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit sur l'holacratie et le fait d'avoir une organisation décentralisée. Et c'est quelqu'un qui fait partie un peu de cette mouvance Shape Up, etc., qui a écrit le bouquin Rework, qui dit When everything constantly needs approval, you create a culture of non-thinkers. Donc, quand tu as tout le temps besoin de demander des approbations, tu crées une culture de personnes qui ne pensent plus. Et j'aime beaucoup ça, parce que, bah oui, il faut savoir trouver la balance entre l'autonomie, le support que tu peux donner à tes équipes, et parfois il faut lâcher prise, quoi. Sinon, les personnes avec qui tu bosses, quand tout le monde pense la même chose, il n'y a plus personne qui pense, quoi, en gros. Ouais, et puis voilà. Enfin, moi, de toute façon, je crois plus du tout au modèle autocratique. Enfin voilà, où t'as le manager qui fait qui pense pour ses équipes, qui décide de tout. Pour le coup, les Pays-Bas m'ont apporté ça, hein, et pas que Fairphone, hein. Genre la prise de confiance. Enfin beaucoup de confiance sont données aux gens. Enfin le remote work, tout ça, c'était déjà là avant le corona. Beaucoup de personnes bossent à distance, dans des boulots où tu peux le faire, du moins. Pas de culture de l'horaire. Donc la confiance est quand même quelque chose de très présent. Donc c'est le fait de pas tout le temps demander l'approbation, c'est très Dutch, très néerlandais. Et ça c'est quelque chose de très fort. Là, je vais revenir en France. Je bossais de France pour Fairphone. Bon, je vais continuer à bosser pour Fairphone. Mon environnement de travail va pas changer, mais ouais, c'est en France, c'est pas facile, quoi. T'as cette culture de la peur quand même qui est assez présente dans pas mal de boîtes, tu vois. En général, hein, je parle pas de notre milieu, mais je veux dire en général, où on n'ose pas parce qu'on a pu se faire engueuler et tout ça. Donc il y a un peu de boulot. Il y a des petites inspirations à prendre des pays un peu plus au nord que la France. Ok. Des fois, dans les questions finales, on demande s'il y a un bouquin à conseiller. Mais je crois que toi, tu m'avais parlé d'un bouquin qui va sortir en fait et que tu avais relu. Ah, celui de Pitron, ouais, l'enfer numérique. Ouais, Guillaume Pitron, c'est un journaliste que j'aime bien. Il a écrit un bouquin sur la guerre des métaux rares, qui est vraiment bien, donc qui focalise sur un peu ce que je t'ai dit au début du podcast, là, toutes les problématiques sociétales, environnementales derrière l'extraction des minerais, nécessaires par exemple pour l'industrie électronique. Et là, son deuxième bouquin, qui s'appelle L'enfer numérique, que effectivement j'ai relu avec plaisir, c'est sur le coût caché du numérique au sens large, environnemental et social. Donc, il parle de data center, il parle de trottinette électrique, donc il n'est pas que sur les métaux, c'est ça que je veux dire. Il a son spectre est différent, le scope est différent, et j'ai trouvé le bouquin d'excellente qualité. Si je me souviens bien, il sort en septembre. Et je le conseille. Les bouquins de Biwix aussi, Philippe Biwix, j'aime beaucoup. Ah, la low-tech. Ouais, L'âge des low-tech, il a écrit aussi. L'âge des low-tech, c'est un des premiers bouquins en France où ça parle de low-tech, où il parle aussi des métaux rares, hein, d'ailleurs. Il a écrit un bouquin avant les low-tech sur. C'est les ressources, ouais. Sur les métaux rares. Et voilà, c'est quand même un spécialiste des ressources aujourd'hui en France, quoi. Il fait beaucoup de critiques sur le numérique. Ça c'est sûr. Et il a sorti aussi un bouquin récemment, il y a 2 ans, un truc comme ça, qui est plus sur sa position d'ingénieur, l'éthique de l'ingénieur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les doutes qu'il a eu. C'est un bouquin assez philosophique, je dirais, donc qui est assez surprenant. Et il faudrait que je te retrouve le nom. J'ai le nom qui m'a échappé, mais je te le retrouverai pour que tu mets dans tes notes. Et si le futur était pour demain, un truc comme ça. Enfin bref, je me souviens plus du nom. J'ai bien aimé. Donc voilà, ça c'est les bouquins que je pourrais te citer qui m'ont relativement marqué. Après, il y en a plein, hein. Mais voilà, tu me demandes d'en faire une sélection, je vais pas tous te les citer.
Ok. Bon, allez, moi j'en rajoute un d'habitude, c'est pas à moi de dire, mais du coup, comme t'es sur des bouquins ressources, Minref, LibWix, Lowtech, voilà, moi il y a un bouquin qui m'a marqué également sur une ressource qui est le pétrole, et qui s'appelle L'or noir de Mathieu Ozano. Je pense que tu suis aussi un peu le Shift Project. Alors je l'ai pas lu en entier parce que c'est 800 pages, je me suis arrêté à la moitié, mais est-ce que tu vas le finir? Je vais essayer, mais là ça commence à être vraiment très très fin, mais je suis en cours. Il est sur le pétrole, c'est ça, hein? Ouais, L'or noir, de Mathieu Ozano, ouais. Je le connais là. Le bouquin de Biwick que j'ai retrouvé, c'est Le bonheur était pour demain. Voilà, c'est ça. Le bonheur était pour demain. Celui-là, je le conseille fortement parce qu'il est, Si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie de avoir un peu de recul d'une personne qui bosse en tant qu'ingénieur en France depuis quelques années, c'est pas mal. Sur l'éthique de l'ingénieur et tout ça, c'est intéressant. Agnès, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose? Tu peux me dire qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Ouais, tu pourrais me dire. Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Donc je rentre en France après une période de Corona qui nous a prouvé à toutes et tous que c'est possible de bosser à distance. Je vais bosser à distance pour faire fun, en bossant pour Ninja Squad aussi, la boîte que j'avais cofondée il y a une petite dizaine d'années. Donc je suis contente. J'ai jamais bossé encore à plein temps pour Ninja Squad. Ninja Squad va être la structure officielle dans laquelle je bosse et j'ai jamais fait du plein temps pour eux, donc ça c'est cool, je suis contente, quelque chose qui me fait très plaisir. Et puis d'avoir comme entre guillemets client principal Fairphone, ça me fait aussi vachement plaisir de pas lâcher Fairphone parce que c'est un projet que j'affectionne beaucoup et je vais expérimenter ce que c'est que être un full remote worker. Donc voilà, je vais m'intéresser à ça et si on se revoit, je te dirai où j'en suis, si ça marche ou pas. Tu déménageras tu retournes du côté de Lyon ou tu Ouais, je retourne dans la région lyonnaise à Saint-Étienne et je déménage jeudi, tu vois, on enregistre mardi. C'est d'accord. Donc, je serai en France. Écoute, pendant ton trajet, n'hésite pas à écouter Florence Chabanois, dont l'épisode sortira. Et puis pour le coup, si t'es sur Lyon, sur un de mes prochains déplacements lyonnais à notre agence lyonnaise, avec plaisir de se croiser. Ça marche. Et je vais terminer par une petite dédicace à Mathilde, que tu ne connais pas, mais qui m'aide à la réalisation de ce podcast depuis le départ. Et ça fait 3 ou 4 ans que je lui parle de Fairphone. Et que je lui dis que mon prochain téléphone, ça sera un Fairphone, donc je vais le dire publiquement. Quand j'aurai utilisé le téléphone qui est devant moi et que je l'aurai usé jusqu'à la corde, je partirai sur un Fairphone. Et c'est très bien que tu gardes le tien, parce que le but, c'est que le téléphone le plus sustainable, c'est celui que tu as déjà. C'est pas c'est ça. Avant de le donner ou de le mettre à la benne, on l'utilise. Ouais. Merci pour toi, Agnès. Avec plaisir, Pierre. Et puis, peut-être à très bientôt en région lyonnaise, du coup. Ça marche. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.